l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En 2025, les coteaux, maisons et caves de Champagne fêteront le 10e anniversaire de leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie paysage culturel. Alors, 10 ans après, en quoi cette inscription a-t-elle contribué à l'évolution de l'image des vins de Champagne ? Et comment la reconnaissance UNESCO a-t-elle été intégrée dans la stratégie globale du vignoble champenois ? Aujourd'hui, un épisode en immersion dans la mission UNESCO Coteaux, Maisons et Caves de Champagne avec sa présidente Séverine Couvreur. Bonjour Séverine Couvreur et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous Chloé. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà s'il vous plaît ? Alors, je suis Séverine Couvreur, présidente de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine Mondial, mais aussi et surtout vigneronne à Rilly-la-Montagne et également élue au syndicat général des vignerons de Champagne. Et est-ce que vous pouvez présenter votre rôle au sein de la mission UNESCO ? Mon rôle en tant que présidente, c'est de donner les grandes lignes directrices avec mon comité de pilotage. Nous sommes là pour donner les grands axes, dire où on va. Et notamment, en ce moment, nous sommes en train de réécrire notre plan de gestion, qui est en fait la feuille de route qui va guider la mission sur les 10 prochaines années à venir, parce que nous avons fini déjà 10 ans. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est qu'une mission UNESCO ? Une mission UNESCO, en fait, nous sommes une association. Alors, il n'y a pas vraiment de mission UNESCO. Déjà, le mot UNESCO, en soi, on n'a pas le droit de l'utiliser. On doit vraiment utiliser que Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine Mondial. Mais c'est vrai que pour tout le monde, c'est tellement plus simple et raccourci de dire mission UNESCO. Les gestionnaires, ça peut être des associations comme nous, mais ça peut être aussi tout simplement une collectivité territoriale. Ça peut être une mairie, ça peut être un département, Donc, il y a différentes formes, en fait, de gestionnaires. Nous, Pierre Cheval, celui qui a porté la candidature et qui a obtenu l'inscription, Pierre Cheval avait tout de suite compris l'intérêt d'être une association. D'abord parce que pendant la phase de candidature, nous étions l'association des paysages de Champagne qui avait porté la candidature et que après, quand vous êtes inscrit, vous devez changer de nom. Et donc, il a gardé les statuts de l'association et il a fait basculer sur un nouveau nom qui était Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine Mondial. L'association en tant que telle porte en elle cette notion de collectif cher à la Champagne, qui est d'ailleurs inscrite dans notre inscription. La Champagne s'est toujours construite autour de collectifs forts. Et une association, c'est justement un endroit où se retrouvent plusieurs acteurs venant d'horizons différents. Nous avons bien sûr la filière Champagne dans notre association, mais nous avons aussi les collectivités territoriales qui se sont engagées derrière nous, donc de toute la Champagne, Aisne, Marne et Aube. Nous avons des habitants, des entrepreneurs qui sont nos ambassadeurs, qui font partie du club des ambassadeurs. Une association, c'est une fédération de bonne volonté. Et donc ça, Pierre Cheval l'a tout de suite senti, cette importance de fédérer, de regrouper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus qui a mené à l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne ? C'est au début beaucoup de solitude pour Pierre Cheval et pour Cécile Bonnefond. Pierre Cheval, c'était le côté vigneron et Cécile Bonnefond, c'était les maisons de Champagne. Ils ont surtout su aussi monter un dossier en béton. Ils ont su vraiment s'entourer des bons scientifiques, des bons chercheurs, des bons historiens, des bonnes personnes en local qui portaient en eux ce qui fait le patrimoine du Champagne et de la Champagne. D'abord, on fait une demande au ministère de la Culture et qui dit oui ou non. On nous a dit, vous savez, c'est très dur et vous avez très peu de chances d'y arriver. C'est-à-dire que tout est fait pour vous dire, voilà, si vous voulez être inscrit au patrimoine mondial, c'est quand même le Graal, c'est la plus haute reconnaissance pour un site patrimonial. Eh bien, ça va être un long parcours et ne croyez pas, comme beaucoup quand on se lance dans ce type de dossier, ne croyez pas qu'en un an, c'est fait. Ça va demander du temps, ça va demander des recherches, ça va demander une implication de tous les jours. Et ça, c'est très important. Donc, première étape, c'est déjà rencontrer le ministère de la Culture, bien définir ensuite sa valeur universelle exceptionnelle pour être en capacité de la défendre au niveau de l'UNESCO. Et vous avez une première liste indicative, c'est-à-dire que votre dossier il va passer au comité des biens français
Et ce comité des biens français, qui est au ministère de la Culture, va dire oui, non. Et on a été retoqué un peu par le comité des biens français et par l'UNESCO aussi, en disant vous nous présentez un paysage horizontal, mais en fait, des paysages viticoles comme le vôtre, il y en a. C'est quoi votre valeur universelle exceptionnelle? Et en fait, on a été obligé de reprendre le dossier. Et Michel Pratt, qui était à l'époque à l'ICOMOS en tant qu'experte justement des dossiers UNESCO, nous a permis de reprendre le dossier différemment. Et elle a eu la bonne idée de dire, mais en fait, votre spécificité, c'est d'avoir un paysage vertical. Et ça n'avait jamais été dit. Et là, Michel Pratt, elle a posé un concept exceptionnel. Parce que le paysage vertical permettait de ne pas oublier le souterrain. Et le souterrain en Champagne, c'est unique au monde. On a plus de 500 km de caves. On en a 300 sur la colline sous la colline Saint-Nicaise. On en a 100, un peu plus de 100 sous l'avenue de Champagne. Et dans chaque village, des 320 villages de la zone de production et d'élaboration du Champagne, vous avez des caves. Entre 10 et 30 km de caves un peu partout. C'est unique au monde. Et ces caves, en plus, sont souvent soit créées dans la craie, affleurante, donc comme les crayères, notamment les plus connues sous la colline Saint-Nicaise, ces énormes puits d'extraction de craie qu'il faut aller voir à Reims. Mais vous en avez aussi, cette craie affleurante, vous l'avez aussi dans les villages champenois. Et puis, alors, c'est plus modeste et c'est pas des puits d'extraction, mais c'est des caves créées dans la craie. Et puis, vous avez, quand la craie est trop fragile, le fait qu'elles sont recouvertes de briques. Et il y avait beaucoup de briqueterie en Champagne. Et donc, ce souterrain est presque aussi important que ce qui est au-dessus. Alors, ce qui est au-dessus est très important aussi, parce que les maisons ont rivalisé de créativité architecturale. Les vignerons aussi, ils ont les villages, tout s'est construit autour de la production du champagne. Et c'est pour ça qu'on est paysage culturel, c'est qu'en fait, on a adapté notre environnement pour en faire le meilleur endroit pour produire ce vin extraordinaire et pétillant qu'est le champagne, et qui est le premier vin effervescent au monde, qui a créé la méthode de l'effervescence. Et concrètement, qu'est-ce que cette reconnaissance voulait dire pour le vignoble champenois? Cette reconnaissance, elle veut dire plusieurs choses. La première, c'est que la Champagne s'est plus développée vers l'extérieur dans un premier temps, en pensant à l'exportation de son produit champagne qui est devenu mythique dans le monde entier. Et comme elle a été meurtrie par 2 guerres mondiales, il y avait, même moi quand je suis arrivée en Champagne, je l'ai ressenti dans ma belle famille, c'est ce côté, on n'est pas beau à voir, on a subi 2 guerres mondiales et en fait, on n'a rien à raconter. C'était quelque chose, moi, que j'ai trouvé très très fort quand je suis arrivée en Champagne, parce que les gens n'avaient pas forcément conscience de la beauté des paysages, de leurs coteaux. Systématiquement, il y avait des comparaisons avec la Bourgogne. Oui, mais les Bourguignons, ils sont plus beaux que nous. Parce que, en fait, vous avez beaucoup de villages, notamment dans la Marne, qui ont été littéralement rasés et reconstruits, et parfois reconstruits dans l'urgence, donc pas forcément avec une esthétique très poussée. Mais cela étant dit, donc on peut se dire, voilà, on n'est pas aussi beau qu'à côté. Cela étant dit, quand vous vous promenez en Champagne, et même dans la Marne, et notamment dans mon village qui a été aussi très bombardé, en fait, il y a quelque chose de beau parce qu'il y a eu cette reconstruction, mais il y a surtout le fait que ces villages sont perchés soit entre la forêt et la vigne, soit entre la vigne et la plaine. Il y a un vrai environnement paysager qui est propre à notre vignoble. Tout est fait en fonction des vignes. Et les gens ne voyaient plus ça. En fait, quand vous êtes dans un environnement et quand en plus vous avez subi ces traumatismes que sont deux guerres mondiales, et c'est pas rien, vous voyez pas forcément ce qui fait de vous un lieu intéressant. Alors, en plus, l'UNESCO, souvent, on a l'impression qu'on est inscrit sur la liste du patrimoine mondial parce qu'on est beau. En fait, c'est pas parce qu'on est beau, c'est parce qu'on a des choses à dire à l'humanité. C'est parce qu'on fait partie de cette histoire globale de l'humanité et qu'à un moment dans cette histoire globale de l'humanité, la Champagne a marqué cette histoire par la façon dont elle s'est organisée sur 3 siècles, dont elle a construit une méthode pour rendre son vin effervescent, avec laquelle elle a réussi aussi à développer toute une industrie, si on peut dire, une production, une chaîne de production.
et dont elle a à chaque fois, par des innovations, amélioré les process. C'est la reconnaissance aussi du fait que les hommes et les femmes de Champagne, malgré justement toutes les difficultés que l'histoire leur ont apportées, ont su à chaque fois renaître de leurs cendres, à chaque fois se remobiliser collectivement pour reconstruire et continuer de produire du champagne. Et donc ça, c'est cette reconnaissance. Donc pour les champenois en tant que tels, eux, c'est vraiment une forme de fierté. C'est leur se dire, on était fiers parce que notre produit il était connu dans le monde entier, qu'on avait su le développer, qu'on avait fait du commerce et qu'on était des très très bons commerçants. Mais maintenant, en fait, c'est notre écrin, c'est là où est fabriqué le champagne qui est reconnu par le monde, en fait, comme étant aussi important finalement que le produit, parce que c'est grâce à ce lieu, grâce à cet AOC qui n'est nulle part ailleurs dans le monde, qui fait 35 000 hectares, c'est grâce à ce lieu-là qu'on fait ce vin qui est si prestigieux dans le monde entier. C'est remettre un coup de projecteur sur le territoire et sur ceux qui font. Ça, c'est important. En termes de reconnaissance, reconnaître les hommes, replacer l'humain aussi au centre de cette histoire, c'est vraiment une belle reconnaissance. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs d'une inscription au patrimoine mondial, c'est vraiment cette contribution à l'histoire de l'humanité. Vous, dès l'inscription, quelles ont été les premières retombées tangibles que vous avez vues sur la filière champenoise ? Pierre Cheval est décédé malheureusement quasiment 6 mois après l'obtention du Graal. Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ça. Il s'était battu pendant 8 ans et il l'obtient. Malheureusement, il nous quitte trop tôt. Et là, Pierre-Emmanuel Tétinger reprend le flambeau. Et là, il n'a de cesse de dire aux vignerons et aux maisons de champagne, écoutez les amis, voilà, on y est, mais c'est qu'un début. Mais il faut qu'on soit digne des visiteurs qui vont venir parce que maintenant l'UNESCO donne un coup de projecteur sur ce territoire et donc on doit être à la hauteur. Et là, comme il n'a eu de cesse de dire notre maître mot, c'est l'embellissement, il a convaincu beaucoup d'acteurs champenois et beaucoup de maisons se sont mises à regarder leurs vignobles différemment. Et les vignerons se sont mis à regarder également leurs vignobles différemment. Et beaucoup se sont dit, mais finalement, on passe beaucoup d'énergie à l'extérieur, mais on pourrait aussi investir le territoire. Et investir le territoire, c'est à la fois chez les vignerons, développer l'accueil à la propriété, développer des dégustations. Il faut aller au-delà du simple commerce et il faut accueillir, montrer ce qu'on sait faire, montrer comment on fait. Et beaucoup de vignerons se sont mis à développer cet accueil. Et beaucoup de maisons de champagne qui faisaient de l'accueil se sont dit, on a beaucoup développé en centre urbain, notamment, là, je pense quand même à Reims et Épernay et Châlons d'ailleurs, où ils ont beaucoup développé leur accueil au centre des villes, parce que là, ils avaient des caves à montrer, ils avaient du patrimoine bâti à montrer, etc. Mais ils ont enrichi par une offre dans les vignes, parce que pour certains, ils avaient soit des vendangeoirs, soit des pressoirs au cœur du vignoble, soit ils avaient également des loges de vignes. Et donc, ils ont rénové ce patrimoine. Si vous prenez un pressoir, je pense à la marque Veuve Clicquot, eux, ils ont réinvesti un pressoir et ils organisent des déjeuners là-bas et une forme de pique-nique champêtre, mais chic, etc. Vous avez dans l'Aube les Cadoles où en fait, c'est les petites cabanes de vigne en pierre sèche. Et vous avez la maison Alexandre Bonnet qui a développé aussi des pique-niques dans les Cadoles pour aller les voir, tout un parcours, etc. Vous avez des villages qui ont développé des parcours, des sentiers de la biodiversité aussi pour montrer qu'ils faisaient attention aussi aux relations avec la forêt, le vignoble, la plaine. Je pense aussi à des projets de biodiversité qu'on porte beaucoup avec des maisons de champagne où ils ont vraiment repensé aussi cette relation avec le vignoble et comme ça allait de pair aussi avec la transition écologique qu'on vit tous du fait du dérèglement climatique, il y avait toutes ces réflexions qui se sont agrégées autour de cette inscription et en disant, voilà, on va contribuer à notre façon, suivant ce qu'on a nous dans notre propriété. Je pense à Moum Perrier-Jouët, notamment Perrier-Jouët, qui a développé tout un programme de restauration de biodiversité à côté de bâtiments viticoles qu'ils avaient au cœur des vignes. Et ça, c'est vraiment important, c'est que quand je vous parle de collectif, c'est que après, c'est des projets qui s'agrègent et qui deviennent des projets collectifs plus larges qu'un seul exploitant ou qu'une seule maison de champagne. Et après, vous avez le monde du tourisme. Et là, le monde du tourisme, c'est très important aussi.
c'est que vous avez des collectivités territoriales qui ont des offices de tourisme ou même des agences de développement de territoire au niveau départemental qui, que ce soit pour l'Aisne, l'Aube ou la Marne, ont dit nous, on va créer des labels, on va investir des labels comme Vignobles et Découvertes, on va encourager les professionnels à la fois du champagne, mais d'autres aussi, des entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec le champagne, à développer leur activité d'expérience avec le vignoble champenois. Et donc tout ça a créé une dynamique hyper vertueuse. Et 10 ans après l'obtention de cette reconnaissance, est-ce qu'on peut là maintenant parler un peu de chiffres? Est-ce que vous avez des retombées tangibles, à la fois des effets sur l'économie ou un impact quantifiable sur les ventes de champagne? Alors là, je vais faire ma petite pub. Pour les 10 ans, on a décidé qu'on lançait nos 2e assises de l'énotourisme. Et en fait, nous allons révéler ces chiffres lors de ces assises le 11 mars. Et alors, c'est pas vraiment que j'ai pas envie de vous en partager, c'est plus que, en fait, c'est très compliqué de fournir des chiffres. Il y a des chiffres du tourisme. Il y a des chiffres du nombre de touristes qui viennent à Reims, à Épernay, à Auvillers, au Risset dans l'Aume, mais à Mongueux aussi, ou à Château-Thierry et dans les villages Tréloux, Anneco qui sont dans l'Aisne. Ça, on peut le quantifier, les visiteurs. On peut aussi essayer de quantifier les expériences. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que c'est que aller une journée à Reims ou est-ce que c'est aussi faire un tour de vignoble et est-ce que les gens restent un jour ou est-ce qu'ils restent une semaine? Arnaud Lallemand, qui a quand même le 3 étoiles de Reims, l'assiette champenoise, nous disait, en fait, moi, ce que je remarque, c'est que avant, il y avait vraiment des saisons et que maintenant, ça se lisse. Il y a toujours des gens qui réservent, il y a toujours des gens qui viennent découvrir. Donc ça, c'est un élément tangible. C'est-à-dire qu'on ressent que le territoire attire et plus souvent dans l'année, les gens viennent et veulent découvrir. Ensuite, en tangible aussi, c'est que vous avez beaucoup plus de restaurants, d'hôtels, de Airbnb, de maisons d'hôtes très chic ou de gîtes plus accessibles. Enfin, voilà, vous avez une offre qui s'est vraiment enrichie. Et ça va être des chiffres qu'on va vous donner vraiment le 11 mars. En fait, une inscription, ça va toucher tellement de paradigmes et de périmètres différents qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir les bons indicateurs. Et alors après, nous, on a toujours, quand on est un bien inscrit au patrimoine mondial, on a toujours en tête, certes, le développement et de faire que ce territoire rayonne, c'est un de nos objectifs. Mais on doit le protéger, ça c'est notre premier objectif, et donc on doit surtout pas aller vers du tourisme de masse. C'est toute la complexité. L'idée, c'est d'être plutôt dans la création de valeur, dans la création d'expériences, mais en petit nombre, en petits groupes, et pas d'avoir des cars de 50, 100 personnes. Non, c'est pas l'objectif. Et d'abord, les lieux sont trop fragiles, que ce soit les lieux naturels, que ce soit les caves et les crayères dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des lieux qu'il faut préserver, où il faut accueillir, mais de manière raisonnée, raisonnable. Donc, tout ça va de pair aussi avec la stratégie de la marque Champagne, qui est plutôt dans la valorisation. Et cette inscription, elle va tout à fait dans ce sens. Et est-ce que vous savez que tout ce que vous venez de citer découle de l'inscription à l'UNESCO? Est-ce que peut-être la Champagne aurait pu aller dans ce sens-là sans cette inscription? Je pense que la Champagne serait allée dans ce sens-là, peut-être pas aussi vite, peut-être pas avec la même motivation. Malheureusement, la crise Covid, alors c'est pas malheureusement, mais elle a encouragé les gens à sortir de chez eux et à aller retrouver les espaces naturels et à se reconnecter un peu plus avec la nature. Ça a été aussi un phénomène qui a plutôt été dans ce sens-là et dans le sens vraiment aussi de ce qu'on appelle nous aujourd'hui, avec un nom anglais qui va faire bondir plus d'un en Champagne, mais le slow tourisme. C'est cette idée, voilà, qu'on se réapproprie aussi les espaces naturels et qu'on apprend à regarder la nature et à la respecter. Je pense que ça se serait fait, mais sans doute beaucoup moins rapidement qu'avec l'inscription. Après, l'inscription, ce qu'elle apporte de fondamental, c'est qu'elle donne du sens et qu'elle réancre et qu'elle rappelle. Replonger pleinement dans cette histoire et donner du sens au développement actuel. Donner du sens aux projets et aux visions stratégiques du Champagne à l'heure actuelle. Et c'est ce à quoi sert le patrimoine et la culture. Il ne s'agit pas de muséifier et de dire on bouge plus, on met la Champagne sous cloche et le Champagne sous cloche et on bouge plus, surtout pas.
C'est comment on se réapproprie cette histoire pour continuer d'avancer. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. Ça va être beaucoup plus difficile. Et donc là, c'est vraiment ça. Donc oui, je pense qu'il y aurait eu du développement de l'énotourisme. Et oui, je pense que les maisons auraient réinvesti leurs vignobles et que les vignerons auraient développé leur accueil. Parce qu'ils étaient déjà en train de le faire, mais vraiment, il y a eu un coup de boost après 2015, ça c'est certain, on l'a vu. Beaucoup plus de demandes de gens qui voulaient s'investir dans l'accueil à la propriété. Mais sans cette reconnaissance internationale qui tout de suite met un gros focus sur la destination et dit il faut aller voir parce que c'est exceptionnel, ça a une valeur universelle exceptionnelle, eh bien, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est déjà aujourd'hui. Et là, maintenant, on peut sereinement se dire qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites en 10 ans et qu'il faut continuer à investir cette histoire, à investir ce patrimoine pour faire face à des enjeux qui sont en train de nous presser un peu. C'est le dérèglement climatique qui est un enjeu fondamental. Est-ce que demain, dans 50 ans, 100 ans, il y aura toujours de la vigne en Champagne? Ce sont des vraies questions. Et ces questions-là, en fait, dans notre histoire, dans notre patrimoine, on peut trouver des réponses à condition de prendre le temps de regarder cette histoire et de se dire, voilà comment on a résisté avant et comment on va résister maintenant et de se projeter dans l'avenir, mais sûr de nos fondations et de nos racines. Et est-ce que vous pouvez me raconter comment les producteurs de champagne se sont appropriés cette reconnaissance dans leur stratégie de communication? Je dirais que ça, c'est sans doute un des axes d'amélioration. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont pas appropriés, mais ils sont en train véritablement de basculer. Alors, les vignerons, pour certains, demandent les plaques qui permettent, dans leur cours ou dans leur accueil, de montrer qu'ils sont inscrits au patrimoine mondial. Donc là, on a profité aussi des 10 ans pour remettre un coup de projecteur sur ces plaques en disant « dites-le, faites-le savoir ». C'est pas la mission qui est inscrite, c'est vous en fait, vous êtes du patrimoine vivant. Et en fait, c'est quand les étrangers viennent et disent « mais nous, on veut voir les sites, les machins, vous êtes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO », que là, les gens se disent « ah oui, donc en fait, à l'étranger, c'est important ». Et c'est vrai que moi, j'aime bien dire, notamment dans ma famille, puisque moi, je suis vigneronne, donc chez les vignerons, j'aime bien leur dire, en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a du tourisme spécifique UNESCO. C'est que vous avez des gens, ils vont passer leur vie ou leur retraite à dire, je vais aller visiter tous les sites. Donc ça, c'est un enjeu des 10 prochaines années à venir, c'est d'avoir un certain nombre de plaques positionnées chez les vignerons et chez les négociants, de démultiplier cet effet, parce que, vous voyez, il y a des inscriptions qui ont beaucoup moins de pudeur. Je pense à nos amis italiens. En Italie, dès que vous allez sur un lieu qui est inscrit au patrimoine mondial, vous avez des plaques partout. Dans les villages, vous en avez partout. Et donc ça aussi, c'est en train de se développer. On a pas mal de communes qui prennent leurs plaques, mais on a aussi pas mal de communes on a développé une signalétique dans les communes, à la fois pour l'entrée dans les villages, de dire qu'ils sont inscrits au patrimoine mondial, et puis aussi des tables de lecture de paysages, etc. Enfin voilà, donc ils savent aussi, mais il faut sans cesse le rappeler, qu'ils peuvent utiliser des signalétiques dans leur village, en ce qui concerne les maires. Et donc, cette notion de patrimoine vivant, elle est vraiment au cœur de cette inscription. Et c'est les habitants, elle appartient aux habitants, elle appartient aux champenois, elle appartient effectivement aux ressortissants de la filière champagne, qu'ils soient négociants ou vignerons. Elle appartient à tout le monde et certainement pas. La mission n'est que là pour la faire rayonner et pour dire, regardez, allez les voir, c'est eux en fait. Allez vous promener dans ces paysages, c'est ces paysages qu'il faut aller voir. C'est pas les bureaux de la mission. C'est ces paysages, c'est ces personnes, c'est ces végétaux, c'est cet environnement, c'est la vigne, c'est ces bâtiments, et tout ça continue de vivre 300 ans après. Donc c'est magique. Et selon vous, quels sont aujourd'hui les grands défis à relever pour continuer à valoriser cette reconnaissance et à la conserver? Les grands défis, c'est déjà pour les 10 prochaines années à venir, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la réécriture du nouveau plan de gestion, c'est de réengager. Et pour réengager, il faut redonner un coup de fierté. Donc, il y a à la fois
le travail qu'on a mené depuis 2 ans de rassembler notre socle terrain, habitants, appartenant au monde du champagne ou pas, les collectivités territoriales, l'État et bien sûr la filière champagne, sans laquelle tout ça n'existerait pas de toute façon. Donc, c'est vraiment réengager tout ce monde-là, tous ces acteurs différents, et leur dire, voilà, on est encore parti pour 10 ans, on va encore se donner des challenges pendant 10 ans, et on va y arriver. Parce que les 10 premières années, en fait, on s'était donné, on avait aussi écrit une feuille de route, et cette feuille de route, en fait, on a coché à peu près toutes les cases. Il y a eu que 2-3 actions qu'on n'a pas menées, certaines parce qu'elles ne correspondaient plus à rien, d'autres parce que elles ne pouvaient pas être menées telles quelles. Mais sinon, on a quasiment coché toutes les cases de la feuille de route, de la première feuille de route. Et donc là, on va se réengager pour 10 ans. Et on a fait travailler toutes les personnes, tous les acteurs dont je vous ai parlé. On les a fait travailler ensemble lors d'ateliers pendant 2 ans. Il y a eu des rencontres comme ça, par typologie d'acteurs, etc. Et là, on a un certain nombre d'actions qui ont été identifiées. Donc, ça, c'est le premier point, c'est le réengagement de tout le monde. Et quand je vous ai parlé par la fierté, c'est que en fait, on doit réinjecter de la fierté. Là, c'est le rôle de l'anniversaire, c'est vraiment les 10 ans. Donc, c'est vraiment cet événementiel. C'est-à-dire que là, cette année, on va concentrer sur toute cette année, vraiment, un de nos 3 objectifs, j'allais dire, de la mission, c'est vraiment le rayonnement et transmettre. Donc, cette transmission, ce rayonnement, là, grâce à cet anniversaire et grâce à cette année d'événementiel, eh bien, on va continuer de transmettre et de développer et d'essayer justement que les gens s'approprient les logos, les plaques, les machins, et qu'ils soient fiers et qu'ils aient envie de revendiquer. Et on va faire rayonner en disant, c'est vous qui faites sur le territoire, et donc on va recenser ce que vous faites et on va en parler. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans notre programme, on a une 50aine d'événements qui vont avoir lieu sur toute la Champagne et à des moments différents dans l'année. Donc, les visiteurs, même les habitants qui connaissent pas bien, qui savent pas ce à quoi ça correspond, etc., tout le monde pourra aller trouver un moment, un endroit où il va entendre parler de cette inscription, et on va essayer de l'emmener avec nous et de lui dire, en fait, c'est votre patrimoine à vous aussi. Donc, vous voyez, c'est ces 2 aspects-là, c'est à la fois le plan de gestion pour 10 ans à venir et l'anniversaire pour dire, allez, suivez-nous, vous êtes fiers, vous pouvez être fiers, parce que vous pouvez être fiers à cause de ça et ça. Et notamment, par les petits événements, ce qu'ils se rendent compte justement, c'est quoi ce ça ? Ce ça, c'est, tiens, vous avez créé il y a 30 ans l'événement de la route du Champagne, en fait, dans l'Aube, et ça marche encore aujourd'hui. Vous avez réussi à maintenir le cap et à développer encore plus. Ça a aidé vos vignerons dans la Côte des Bars aussi à développer l'accueil à la propriété. Donc, soyez fiers de vous, vous contribuez vraiment concrètement à cette histoire. C'est champagnez-vous à Château-Thierry avec les vignerons de l'Aisne et des Hauts-de-France, parce qu'ils appartiennent à une autre région qui est les Hauts-de-France. C'est vous aussi, vous pouvez être fiers, parce que au lendemain de l'inscription, vous avez créé Champagnez-vous, et c'est encore là aujourd'hui, et vous développez, vous faites des journées à Lille, vous faites des choses comme ça, et regardez en plus tout ce que vous avez fait sur votre territoire d'aménagement de cave. Je pense à la cave panier, d'aménagement chez les vignerons, de petites pièces de théâtre l'été, de plein de choses qu'ils font. Et dans la Marne, pareil, tout ce qu'ils ont fait d'embellissement, de réhabilitation de bâtiments, de réhabilitation de loges. Et puis, j'oublie pas non plus les grandes réalisations des communautés de communes, que sont, pour l'agglomération d'Épernay, le musée d'Épernay, avec l'histoire du Champagne à travers l'archéologie et la craie aussi. Et puis, après Soria, dans la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne, qui, lui, c'est une entrée par l'essence dans le Champagne. C'est très ludique, c'est un premier accès, c'est passionnant, et en plus, vous êtes au cœur du vignoble. Donc voilà, il y a eu plein d'énergie, plein de choses positives, et donc tout ça, il faut qu'on reparte fièrement ensemble et qu'on se dise, mais que de choses accomplies.
que de choses accomplies depuis 3 siècles, que de choses accomplies depuis 10 ans, depuis l'inscription, que de choses accomplies collectivement et souvent par le biais de l'innovation quand on crée cette idée de paysage vertical, quand on pense à la zone d'engagement aussi qui permet d'engager l'ensemble de la zone d'appellation Champagne. C'est formidable. Et en tant que présidente de la mission UNESCO Champagne, quels sont vos principaux objectifs pour faire pétiller l'avenir du vignoble champenois ? En fait, si vous voulez, c'est vrai qu'en travaillant sur le nouveau plan de gestion, on en a plein des objectifs très concrets, dans les petites actions, sous-actions, etc. Et puis avec tous nos partenaires. Alors déjà, celui dont je vous ai parlé, préengagé pour les 10 années à venir. Ça, c'est très important. Parce que sans tous ces acteurs, on ne peut rien faire. Ensuite, c'est vraiment continuer à être au plus proche des champenois. Et là, vraiment dans toutes leurs composantes, en allant sur le terrain, en allant toucher différents publics. Et donc ça, il faut qu'on renforce. Et donc, c'est tout l'objet aussi de la création de la mallette pédagogique pour les écoles, les collèges et les lycées. C'est aussi des programmes de conférences plutôt pour les étudiants, avec l'URCA, donc l'Université de Champagne-Ardenne, mais également les grandes écoles type Sciences Po, Néoma, les ZAD, un certain nombre, l'ICP aussi, l'Institut catholique de Paris, qui a ouvert ses portes à Reims. Il faut qu'on aille toucher plus largement et qu'on explique ce qu'on fait. Ensuite, c'est travailler, continuer d'entretenir des bons rapports avec l'État et avec les services de l'État, parce que nous, on dépend du ministère de la Culture et du ministère de l'Environnement. On a des très bonnes relations avec ces deux administrations et il faut que ça continue, parce qu'on ne peut protéger cette inscription que si on marche main dans la main avec l'État. Mais c'est aussi travailler avec les autres inscriptions du territoire, comment on se fédère, comment on travaille ensemble, comment on mutualise des moyens et comment on explique que ce territoire, dans le Grand Est, mais aussi, déjà ne serait-ce que dans la Marne, on a 4 inscriptions, on doit arriver à travailler ensemble et à créer des actions communes pour faire venir, faire découvrir, et parce que, en fait, ce qui nous relie, c'est justement cette valeur universelle exceptionnelle. On n'a pas les mêmes valeurs universelles exceptionnelles, mais en revanche, on a des histoires à raconter et des histoires qui s'enchevêtrent. Après, j'ai un autre gros chantier, c'est vraiment ce travail avec l'université. L'université et après aussi les autres écoles, comme je disais, mais l'université avec laquelle on est en train d'essayer d'obtenir le label Chaire UNESCO. On a dans l'idée de créer des transversalités entre sciences humaines et sciences dites dures sur des projets concrets liés au dérèglement climatique, avec un élément de thèse en plus général qui est l'impact de l'homme sur son territoire. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que ça va nous emmener sur des micro-projets, et notamment un qui nous tient très à cœur, c'est la numérisation des sous-sols champenois, donc des caves. Et cette numérisation, c'est un enjeu de protection, c'est un enjeu scientifique de connaissance, c'est un enjeu de transmission, parce que peut-être que à cause du dérèglement climatique, dans quelques années, on ne pourra plus ni travailler, parce que c'est un lieu de travail, la cave en Champagne, ni travailler, ni recevoir du public, parce que c'est aussi un lieu d'accueil du public, puisqu'il y a beaucoup de visites de caves, et notamment de crayères à Reims, mais dans toute la Champagne, des visites de caves. Donc en fait, c'est comment on maintient ces lieux en vie, et comment on leur permet de durer le plus longtemps possible, malgré des dérèglements, notamment d'hygrométrie, très importants, qui fragilisent les structures. Et la numérisation permettrait, si jamais, dans le pire des cas, on n'y arrivait pas et qu'on soit obligé de fermer ces lieux, c'est d'avoir quand même ce patrimoine numérisé pour pouvoir le montrer au plus grand nombre. Concrètement, c'est comment on se projette pour garder cette mémoire. Parce que nous, en tant que mission, et là pour le coup c'est le rôle de la mission, c'est de garantir que on maintient cette valeur universelle exceptionnelle et qu'on en maintient la connaissance et l'accessibilité de la connaissance au plus grand nombre. Donc, on doit penser à l'avenir et à comment, si jamais ça devait disparaître, comment on transmet, comment on dit, si ici, en fait, avant vous pouviez visiter, on pouvait travailler dedans, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça, le montrer. On est vraiment dans cette perspective d'approfondir ce qui a été fait dans les 10 premières années, d'aller plus loin, d'améliorer certaines choses, de consolider des bonnes bases. Je vous parlais de la communication tout à l'heure. De travailler aussi et de convaincre
profondément la filière champagne, qu'elle doit s'appuyer sur la Champagne et qu'elle doit s'appuyer sur cette inscription. C'est-à-dire que AOC, inscription, c'est-à-dire l'appellation Champagne et l'inscription ne vont pas l'une sans l'autre. Et ça, c'est important parce que dans cette inscription au patrimoine mondial, vous avez véritablement toute la partie matérielle, bâti, savoir-faire et autres, et vous avez toute la partie immatérielle de la célébration, du toast, de la façon dont dans l'art, dans le cinéma, les peintures, etc., comment ce vin a influencé et comment il a été source d'inspiration. Donc ça, c'est fondamental. Et en conclusion, comment est-ce que vous voyez l'influence et le rôle de l'inscription sur l'avenir de la Champagne et du champagne ? Ce qui fait la force de l'appellation Champagne, c'est qu'elle s'est toujours positionnée au niveau de l'excellence, d'une recherche de qualité et du produit et de la présentation, aussi de la façon dont on commercialise le produit, etc. Il y a toute cette notion d'excellence. Excellence des savoir-faire, excellence des savoir-être, etc. Donc on est dans notre appellation, voilà, l'excellence, c'est le maître mot. Et être inscrit au patrimoine mondial, en fait, c'est être au plus haut niveau d'excellence d'un territoire, d'un site. C'est cette reconnaissance que peu de sites ont. Par exemple, nous, on a 53 sites inscrits au patrimoine mondial. En comparaison, vous avez 50 000 monuments historiques. Et donc, c'est vraiment une reconnaissance dont on peut être très, très fier et qui nourrit, en fait, la recherche de l'excellence et de valorisation du produit par tous les professionnels du champagne. Donc, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi entre inscription et appellation. Il y a vraiment cette étroite relation parce que toutes les deux sont reliées par cette volonté de recherche de l'excellence dans ce qu'on fait, dans nos productions. Et je pense que d'ailleurs, la Champagne, comme je vous l'ai dit au tout début, l'AOC, c'est 35 000 hectares. C'est rien. C'est 300 millions de bouteilles, grosso modo. C'est rien par rapport au monde de l'effervescence. Et donc, en fait, en tant que premier effervescent, ayant créé la méthode de vinification et ayant obtenu cette renommée internationale pour son produit, on ne peut que être dans l'excellence. Et je pense que c'est ce que nous tous, nous devons faire. Donc nous, en tant que mission pour préserver cette inscription et porter le produit en essayant d'avoir un paysage culturel accueillant, embelli, voilà. Et puis l'appellation en continuant de progresser sur plein d'aspects, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la responsabilité sociétale. C'est vrai que ça, c'est sans doute nos enjeux d'avenir. C'est comment aujourd'hui toute la profession est en marche. Depuis 2003, on a été une des premières appellations à créer le bilan, à faire notre bilan eau, carbone et biodiversité avec Jean Covici. Tout ça, on l'a commencé très tôt. Il faut continuer. Mais je pense que entre l'appellation et l'inscription, si on sait utiliser ces deux vecteurs, on peut être fort. Et il faut s'appuyer sur les deux. Ce sont nos deux jambes. Merci beaucoup, Séverine Couvreur. Merci beaucoup, Chloé. Ainsi, 10 ans après l'inscription du vignoble champenois au patrimoine mondial de l'UNESCO, les effets sont bien visibles. Hausse de la fréquentation touristique avec une clientèle plus internationale, diversification des offres œnotouristiques et montée en gamme de l'expérience proposée par les maisons et les vignerons. Cette reconnaissance a aussi favorisé des investissements dans la préservation du paysage, l'innovation viticole et l'adoption de pratiques durables, aujourd'hui essentielles pour l'avenir du vignoble champenois. Mais cette décennie n'est qu'une étape. Face aux défis climatiques, à l'évolution des attentes des consommateurs et à la montée de la concurrence mondiale, la Champagne doit continuer à se réinventer. L'enjeu n'est plus seulement de préserver son patrimoine, mais de le faire vivre en restant fidèle à son identité, tout en explorant de nouvelles façons de valoriser son savoir-faire. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.